Deux chiffres ont brusquement fracturé le silence national. 0 dette et 40 km². Un paradoxe sec qui a coupé la respiration d'un pays entier. Ensuite est venue la réalité, nue, insistante. Un aéroport souverain surgissant du sable sans prêt, sans tuteur, sans délai annoncé, comme une équation improbable, écrite à même le désert, que chacun croyait figée. Alors, une question tranchante s'est imposée à tous. Que signifie vraiment ce pari quand Ibrahim Traoré promet de placer le ciel à hauteur de main ordinaire? Dans cette brèche soudaine, l'horizon semble déjà plus proche qu'hier, presque tangible. La promesse initiale semblait presque trop nette. Ériger une infrastructure souveraine sans dette, sans prêteur, sans contrepartie cachée. Mais derrière cette annonce se cachait un enjeu précis, formulé en 10 mots à peine. Un aéroport construit sans tutelle extérieure, une ligne directe qui redessinait l'équilibre entre ambition et vulnérabilité. Si cette entreprise tenait, elle deviendrait un précédent régional capable de remodeler les méthodes de développement dans tout le Sahel. Si elle échouait, elle laisserait une trace amère, rappelant combien les rêves collectifs peuvent se heurter aux limites matérielles. Cette tension était palpable. Un territoire enclavé tentait d'ouvrir une fenêtre vers le monde en n'utilisant que ses propres ressources, son énergie solaire, ses outils réemployés et la mobilisation de milliers de volontaires. Dans cette équation inhabituelle, la récompense potentielle égalait le risque encouru. Et une micro-question flottait déjà dans l'air, presque chuchotée. Combien de temps un pays pourra-t-il maintenir un tel pari sans vaciller? Le mini-reveal tomba dès l'aube du 3e jour. Le silence du ciel n'avait jamais signifié un arrêt, mais un départ. Et la première donnée concrète surgit aussitôt. 40 km² de pistes et de structures allaient mettre s'élever sans prêts étrangers. Une équation improbable posée directement sur le désert. Ce basculement initial ne relevait ni du symbole fugace, ni d'un geste improvisé. Dans la déclaration publique qui suivit, Ibrahim Traoré transforma ce qui semblait n'être qu'une intuition en un schéma méthodique. Il décrivit un aéroport conçu non comme un simple outil logistique, mais comme un acte de souveraineté mesurable, pensé pour exister sans dépendance extérieure. Cette précision surprit autant les chancelleries que les observateurs locaux, car les premières images du terrain contredisaient brutalement les récits d'isolement. Les camions avançaient déjà, chargés d'acier récupéré, de sable compacté, de panneaux solaires et d'équipes venues sans contrat préalable. À mesure que la lumière se posait sur le chantier, les villages du Sahel réagissaient par une cohésion inattendue. Des paysans laissaient leurs chansons, laissaient leurs champs pour rejoindre les zones de terrassement. Des étudiants arrivaient avec des outils improvisés. Des soldats déposaient momentanément leurs armes pour pousser des brouettes. Cette confluence humaine donnait aussi une cadence presque organique. Les rédactions étrangères y voyaient une effervescence émotionnelle. Pourtant, sur le terrain, chaque geste s'imbriquait dans un découpage clair. Chaque périmètre avait son référent, chaque équipe son rythme. Les lampes solaires bricolées illuminaient les travaux au crépuscule, prolongeant l'effort sans l'épuiser. Et au milieu de cette dynamique, un fil narratif se tissait. Un pays enclavé tentait littéralement d'ouvrir une issue vers le monde en utilisant uniquement sa propre énergie. C'est que ce contraste entre l'ampleur de la tâche et la simplicité des moyens qui rendait la scène si singulière. À ce stade, une conviction discrète commençait déjà à circuler. Si un peuple pouvait bâtir un tel symbole, qu'est-ce qui pourrait encore lui être refusé? Au centre du chantier qui prenait forme, une silhouette discrète devint rapidement un repère. Un jeune soldat surnommé le frère de poussière, figure sans titre officiel, mais doté d'une autorité naturelle. Lorsqu'une machine calait, il trouvait une solution improvisée. Lorsqu'une équipe hésitait,
Il redessinait à même le sol un plan lisible pour tous. Son calme, presque méthodique, servait de langage commun aux volontaires affluents depuis les villages voisins. C'était une présence modeste, mais structurante, une ancre autour de laquelle l'énergie collective s'ordonnait. Le premier micro-case apparut en fin de matinée. Une brouette défectueuse menaçait de bloquer une chaîne de transport. Le jeune soldat récupéra des pièces métalliques assemblées abandonnées, renforça l'axe, ajusta l'équilibre et relança la circulation en quelques minutes. Le geste, simple en apparence, rétablit une cadence qui aurait autrement été perdue pour des heures. Un second exemple surgit. Au crépuscule. Une équipe de femmes, épuisée par la chaleur, hésitait à poursuivre le tri des matériaux. Il organisa un roulement spontané, redistribua les tâches et installa des lampes solaires bricolées pour alléger la pénibilité. Cette adaptation rapide transforma une soirée hésitante en séquence productive, sans contrainte ni ordre formel. Ces scènes, modestes mais répétées, modifièrent la dynamique générale. Le chantier ne semblait plus avancer par élan émotionnel, mais par une série de micro-ajustements précis qui multipliaient l'efficacité collective. Le sens était clair. La méthode portait autant que la force. Le déclencheur fut net. Avant la première aube, le chantier n'était qu'un alignement de piquets dans une étendue sableuse. Après 48 heures, il devint un théâtre d'action rapide. Arrivée de camions poussiéreux, charrettes chargées d'outils, premier coup de marteau donnant la cadence. Chaque geste activait le suivant. Chaque zone absorbait une part nouvelle de l'effort collectif. Puis, tout s'accéléra. Les tranchées furent creusées à la main, les fondations esquissées avec des niveaux improvisés, l'acier récupéré sur de vieux véhicules militaires, trié puis martelé pour être réutilisé. Les femmes installèrent des tentes de fortune servant de point d'eau. Les adolescents guidèrent les anciens dans les déblayements. Le site ressemblait à une mosaïque de séquences courtes, soudées par un rythme ininterrompu. La montée vers le climax se produisit au 3e jour. Une bande de terre compactée prit forme, évoquant déjà une piste préliminaire. Les radios locales diffusèrent les bruits du site, moteurs rauques, marteaux frappants, chants mêlés au vent, créant un appel d'air. Des groupes entiers quittèrent leur village pour rejoindre la zone. Le volume de travail doubla en quelques heures. Un premier moment de tension s'imposa. Des éditorialistes étrangers parlèrent de spectacle politique. Mais au sol, on construisait. Et soudain, les images satellites révélèrent un fait inattendu. Plusieurs kilomètres de pistes déjà visibles. Ce choc changea la narration extérieure. Les sanctions tombèrent, transferts suspendus, contrats gelés, fournisseurs retirés. Le Burkina Faso fut coupé des circuits habituels. La rupture, au lieu de freiner, produisit une seconde vague. Les mécaniciens transformèrent d'anciens camions en bétonnières improvisées, soudèrent des pièces rouillées pour créer des coffrages, réinventèrent des systèmes d'agitation artisanaux. Cette ingéniosité rendit le chantier indépendant des équipements importés. Le désert devint atelier. Le 5e jour apporta une autre épreuve, une tempête de sable violente qui réduisit la visibilité à presque rien. Les volontaires se regroupèrent, protégèrent les matériaux, fixèrent les structures naissantes avec des cordes, attendirent que le vent cède. Quand la poussière retomba, les silhouettes émergèrent, immobiles mais résolues. Les gestes reprirent aussitôt, plus précis, presque têtus. La cohésion née du choc renforça la trajectoire du chantier. C'est alors qu'apparut la phrase qui allait souder les perceptions. Ibrahim Traoré, revenu au milieu des ouvriers, déclara calmement « Si le ciel nous refuse des ailes, la terre nous apprendra à voler. » En une nuit, ces mots circulèrent sur le site, peints sur des camions, gravés sur des planches, murmurés dans les maisons. Le chantier changea de dimension. Ce n'était plus une exécution technique, c'était un serment partagé. L'aftershock s'étendit ensuite sur tout le périmètre.
Les équipes se formèrent sans ordre, les séquences se synchronisèrent d'elles-mêmes, les progrès devinrent constants. Le désert, d'abord silencieux, battait désormais au rythme d'un pays entier, convaincu d'avancer pour lui-même, sans permission, sans délai, sans repli possible. Le mouvement devint irrésistible. Le point de départ était clair, et le delta tout aussi saisissant. Un premier bilan officiel annonça 42% des pistes déjà tracées, un niveau d'avancement inhabituel pour un projet privé de financement extérieur. Ce pourcentage représentait plus qu'un volume de terre déplacé. Il indiquait une vitesse de progression que les modèles classiques n'auraient jamais anticipée. Chaque section consolidée devenait un marqueur visible de la transformation d'un désert en structure fonctionnelle. Le deuxième indicateur apparut presque simultanément. 27% des structures métalliques avaient été montées. Ce chiffre prouvait une capacité d'ingénierie issue directement du terrain, nourrie par l'ingéniosité locale et les matériaux réemployés. Il montrait qu'un chantier sans capitaux étrangers pouvait produire une mécanique interne d'une efficacité surprenante. Enfin surgit la donnée la plus inattendue. 100% de l'énergie utilisée provenait de panneaux solaires locaux. Ce résultat traduisait une autonomie énergétique totale, une rareté absolue dans les chantiers d'infrastructures majeures. Il démontrait que la contrainte énergétique, loin d'être une faiblesse, devenait un moteur structurant du projet. Ces trois mesures, simples mais décisives, redéfinissaient l'analyse. Là où certains anticipaient une stagnation, les courbes montraient une progression continue. Après chaque pourcentage gagné, les équipes semblaient accélérer encore, comme si le chantier lui-même s'alimentait de ses propres avancées. Les villages proches observaient les évolutions avec une fierté nouvelle. Ce qu'ils bâtissaient n'était plus une idée abstraite, mais une structure qui se matérialisait heure après heure. Dans les hameaux du Sahel, les mêmes panneaux destinés aux pistes commencèrent à illuminer des foyers autrefois plongés dans l'obscurité. Cette conséquence imprévue bouleversa les routines. Les enfants lisaient à la tombée du jour, les femmes préparaient leur repas sous une lumière stable. Les anciens priaient sous un halo qu'ils n'avaient jamais connu. L'infrastructure débordait déjà de son périmètre initial. Pendant ce temps, les réseaux africains amplifiaient la dynamique. Des étudiants taguaient les phrases attribuées à Ibrahim Traoré sur des murs à Nairobi. Des sermons mentionnaient son nom à Accra. Des refrains musicaux circulaient à Dakar. L'idée d'une autonomie possible gagnait du terrain, non par discours diplomatique, mais par observation directe. Un pays enclavé réalisait ce que d'autres jugeaient impossible. Les observateurs internationaux furent pris de court. Les banques qui avaient suspendu leur transfert reconnurent que le chantier avançait malgré elles. Les rapports confidentiels parlaient désormais d'un risque d'autonomie logistique, expression pudique traduisant la crainte de voir émerger un modèle hors des circuits traditionnels. Les experts calculaient les coûts théoriques, mais les images satellites montraient une réalité têtue. Semaine après semaine, les fondations s'allongeaient. Au village, personne ne disait géopolitique. On parlait de lumière, on parlait de progrès visible, on parlait de ce que des mains nues savaient accomplir. Et au centre de ce mouvement, une certitude naissait. La foi collective pouvait devenir une méthode. Les critiques formulèrent d'abord une thèse structurée. Selon eux, bâtir un aéroport sans prêts extérieurs exposait le Burkina Faso à une impasse financière. Aucune infrastructure durable, affirmait-il, ne pouvait émerger d'un chantier reposant sur du volontariat, des matériaux recyclés et une énergie solaire artisanale. Leur raisonnement suivait une logique connue. Sans capitaux, pas de viabilité. Sans partenaires, pas de stabilité régionale. Cette hypothèse, largement relayée dans les chancelleries occidentales, inscrivait le projet dans une perspective de fragilité programmée. Un second argument, plus technique, vint renforcer cette lecture. Des économistes estimaient le coût théorique du chantier à 1,8 milliard de dollars. Un montant jugé impossible à absorber,
sans aide internationale. À leurs yeux, l'absence de supervision extérieure compromettait la fiabilité des structures, et l'isolement financier risquait de générer des retards irréversibles. Le chantier devenait ainsi, dans leur modèle, une démonstration politique vouée à se heurter rapidement aux limites matérielles. La conclusion paraissait solide. Sans financement formel, le projet ne pourrait trouver sa cohérence. Face à ces objections, les partisans de l'initiative articulèrent une réponse ancrée dans les faits disponibles, et non dans la projection théorique. Ils rappelèrent d'abord que les dépenses réelles du chantier étaient presque nulles, précisément parce qu'ils reposaient sur le réemploi systématique des matériaux, l'ingéniosité locale et le travail bénévole. Ensuite, ils y soulignèrent que l'énergie solaire, déjà opérationnelle à 100%, éliminer l'un des postes les plus coûteux de toute infrastructure classique. Ce renversement méthodologique invalidait partiellement le calcul du coût théorique. Quand les dépenses sont neutralisées, l'équation financière change de nature. Surtout, les données du terrain contredisaient les prédictions d'immobilisme. Les images satellites montraient une progression continue, semaine après semaine, révélant que le modèle alternatif fonctionnait. L'argument moral, souvent négligé, gagnait lui aussi en densité. Un pays enclavé et sanctionné produisait une infrastructure majeure avec ses propres ressources. Cette capacité démontrée offrait un contrepoint logique aux réserves initiales. Ainsi, le débat ne pouvait être réduit à une opposition caricaturale. Les critiques soulevaient des questions légitimes, mais les faits, eux, traçait une courbe différente. Le chantier avançait, méthodiquement, preuve qu'un autre mode de construction était possible. Lorsque les premiers foyers proches du chantier s'illuminèrent grâce aux panneaux solaires destinés aux pistes, quelque chose bascula immédiatement. L'aéroport cessait d'être un projet technique pour devenir un phénomène social. Des enfants lisaient à la tombée du jour. Des femmes cuisinaient sans craindre l'obscurité. Des anciens priaient sous une clarté qu'ils n'avaient jamais connue. La lumière n'était plus un outil, elle devenait un message, un signe tangible que l'infrastructure débordait déjà de son propre périmètre. Les radios locales relayèrent pour ces scènes, accélérant la dynamique collective. On ne parlait plus seulement de pistes en construction, mais d'un territoire qui s'éclairait par ses propres mains. C'est dans ce moment précis qu'Ibrahim Traoré fit une brève apparition, rappelant que la lumière est la première forme de souveraineté. La phrase, simple mais dense, devint un pivot narratif. Elle transformait un progrès matériel en certitude politique. Ce changement de focale modifia la perception générale. Les sceptiques comprirent que l'enjeu n'était plus logistique. Il touchait désormais le quotidien, les gestes, la dignité. Et pour les volontaires, ce midpoint marquait une évidence nouvelle. Ce qu'ils construisaient les illuminait déjà. Les premiers effets au concret apparurent dans la vie des populations locales. Dans ce premier ensemble, autour du chantier, les villages virent leur nuit se transformer. Les panneaux solaires destinés à l'aéroport alimentaient désormais des foyers qui n'avaient jamais connu une lumière stable. Les enfants pouvaient étudier après le crépuscule, les femmes cuisinaient sans redouter l'obscurité, et les anciens trouvaient un espace de prière serein. Cette amélioration immédiate du quotidien créait un sentiment intime. Le projet n'était plus un pari national, mais une mutation tangible des gestes les plus ordinaires. La confiance montait à mesure que les lumières s'allumaient. Sur le plan socio-économique interne, une dynamique inattendue se forma. Les récoltes communes servaient à nourrir les ouvriers. Les artisans redonnaient vie à des ateliers improvisés, capables de transformer des pièces abandonnées en matériaux utiles. Les associations locales organisaient des collectes pour soutenir les volontaires. Dans ce mouvement, la solidarité remplaçait la dépendance, et l'absence de prêts extérieurs cessait d'être une vulnérabilité pour devenir une opportunité d'ingéniosité autonome. Les ministères coordonnaient leurs efforts sans intermédiaires internationaux, prouvant qu'une organisation locale pouvait gérer un chantier d'envergure.
Au-delà des frontières, les nations voisines. Au-delà des frontières régionales, ils observaient ce processus avec un intérêt croissant. Au Ghana, des étudiants lancèrent un programme nommé Construire sans emprunter. Au Sénégal, des prêtres organisèrent des veillées pour soutenir ceux qui bâtissent le ciel. Au Kenya, un enfant écrivit sur le mur de son école « Un jour, nous construirons aussi notre propre ciel ». Cette diffusion symbolique montrait qu'un nouveau langage politique circulait dans la région. Un langage né non d'un sommet diplomatique, mais d'un chantier poussiéreux. Dans plusieurs débats de public à Bamako et Accra, la figure d'Ibrahim Traoré était citée comme référence d'audace souveraine. Enfin, sur la scène internationale, réagit avec une tonalité radicalement différente. Là où les chancelleries parlaient, jadis, d'isolement, elles évoquaient désormais un risque d'autonomie africaine par l'infrastructure. Les rapports occidentaux mentionnaient que la possibilité d'un nationalisme technique, la capacité d'un pays à produire de grands ouvrages sans passer par les circuits financiers habituels. Un mémo confidentiel résumait l'inquiétude. Ce n'est pas le béton qui nous menace, mais la foi organisée. Les sanctions, pensées pour freiner le chantier, avaient en réalité unifié la société burkinabé autour d'un objectif commun. À travers ces 4 plans d'impact, un fil unique se dessinait. Chaque avancée, chaque lumière, chaque piste tracée renforçait l'idée qu'un peuple pouvait s'élever sans permission. Au terme de plusieurs mois d'avancées visibles, 3 trajectoires distinctes commencèrent à se dessiner, chacune offrant une manière différente d'habiter les 12 prochains mois. Le scénario de base reposait sur la continuité. Les équipes maintiendraient le rythme actuel, les volontaires se renouvelleraient naturellement et les structures déjà engagées poursuivraient leur montée progressive. Les tours de contrôle seraient nets finalisés, les systèmes énergétiques connectés à une dizaine de communes, et les ateliers techniques, nés de la nécessité, deviendraient des unités capables de produire acier, verre et câblage. Dans cette approche prudente, le chantier avancerait sans éclat spectaculaire, mais sans rupture, consolidant pas à pas une méthode durable. Le scénario optimiste imaginait une propagation du modèle, non seulement au sein du chantier, mais dans tout le Sahel. Les ateliers improvisés se transformeraient en micro-usines modulaires. L'agriculture profiterait des réseaux solaires pour stabiliser l'irrigation. Des routes locales se développeraient selon les mêmes principes d'ingénierie frugale utilisés pour l'aéroport. Les écoles d'ingénieurs absorberaient les volontaires afin de formaliser leur apprentissage, créant un réseau de compétences locales transmissibles. Le pays deviendrait un laboratoire de souveraineté technique, étudié par les nations voisines déjà attentives aux avancées du projet. Dans cette hypothèse, l'aéroport ne serait plus une exception, mais un catalyseur régional. Le scénario pessimiste, lui, prenait en compte les pressions extérieures, des sanctions renforcées, des restrictions sur les matériaux, des cyberattaques ou une campagne médiatique hostile pourraient ralentir la dynamique. Les retards apparaîtraient, certaines équipes s'essouffleraient et la coordination pourrait devenir plus fragile. Pourtant, même dans cette version, l'échec n'était pas garanti. Les ateliers créés, les savoir-faire acquis et la cohésion sociale née du chantier continueraient d'exister. Le symbole, devenu structure morale, survivrait aux obstacles et pourrait nourrir un rebond ultérieur. À travers ces 3 chemins, une recommandation essentielle se détachait. Raisonner en trajectoire plutôt qu'en instantané. Les projets capables de transformer un pays ne se mesurent pas à la vitesse d'un engin, mais à la stabilité de la direction collective. Et dans ce cas précis, cette stabilité semblait déjà être la ressource la plus robuste. Pour ceux qui vivaient à proximité du chantier, l'impact prenait d'abord la forme d'une transformation douce du quotidien. Pour les familles et habitants, les soirs autrefois plongés dans l'obscurité devenaient des espaces d'activité. Les enfants lisaient sous une lumière sable,
Les femmes préparaient les repas avec une sérénité nouvelle, et les anciens redécouvraient un calme propice à la prière. Le chantier n'était plus un lieu lointain. Il s'invitait dans les foyers, dans les gestes, dans la manière dont chacun percevait le futur immédiat. Pour ceux engagés dans l'économie locale, pour les travailleurs et artisans, l'évolution était différente, mais tout aussi profonde. Les ateliers improvisés créés pour répondre aux besoins du chantier devinrent des espaces de compétences où l'on apprenait à trier, reforger, ajuster. Les récoltes collectives, réorganisées pour nourrir les volontaires, créaient une forme circulaire de solidarité économique. Le travail prenait un sens élargi. Il ne consistait plus seulement à produire, mais à contribuer à une œuvre commune qui redéfinissait la valeur même de l'effort. Enfin, pour ceux qui observaient à distance, pour la jeunesse et les observateurs extérieurs, le chantier devenait un repère psychologique. Des lycéens imaginaient de nouvelles formes de projets collectifs. Des étudiants suivaient les avancées, comme on suit l'évolution d'un symbole. Des diasporas partageaient les images du désert transformé, y voyant une preuve que les trajectoires collectives peuvent s'inventer hors des modèles imposés. Le chantier ne représentait plus seulement une infrastructure. Il devenait un miroir où chacun testait sa propre idée de ce qui est possible. Dans ces trois cercles, une certitude silencieuse circulait. Le changement collectif commence lorsque la perspective individuelle se déplace. La méthode proposée s'organisait autour de 5 étapes capables de transformer l'élan collectif en structure durable. Première étape, stabiliser l'énergie solaire sur le corridor central. L'objectif était d'assurer une fourniture continue afin que les zones de construction, puis les communes environnantes, bénéficient d'un flux fiable. Cette stabilité énergétique devenait le socle à partir duquel la progression matérielle pouvait s'inscrire dans le temps. Deuxième étape, créer une école technique dédiée. Il s'agissait de transformer l'expérience brute du chantier en apprentissage transmissible. Les volontaires ayant acquis des compétences sur le terrain pourraient former de nouvelles cohortes, consolidant ainsi un savoir-faire local structuré. Troisième étape, consolider les ateliers nés de la débrouille. Les unités artisanales qui reforguaient acier, verre et pièces détachées seraient converties en petites structures capables de produire localement les éléments essentiels. Cette continuité éviterait la dépendance aux circuits extérieurs. Quatrième étape, bâtir des coopérations africaines d'égal à égal. L'idée ne reposait pas sur la dette ou l'assistance, mais sur l'échange direct de méthodes et de matériaux. Plusieurs pays observaient déjà le chantier, et Ibrahim Traoré encourageait des partenariats techniques fondés sur la réciprocité. Cinquième étape, inscrire la discipline collective dans les institutions locales. Le but n'était pas de figer l'élan, mais d'en faire une méthode durable. Répartition claire des responsabilités, planification en séquences courtes, suivi visible des avancées. Ces 5 pas n'étaient pas une théorie, ils traduisaient la logique déjà à l'œuvre sur le terrain. Et si chacun se maintenait, l'infrastructure deviendrait un processus continu plutôt qu'un exploit isolé. Lopez, frère de poussière, revint un soir sur la piste encore tiède, là où les premières lignes avaient été tracées presque au hasard, avant que la méthode ne s'impose. Autour de lui, les ouvriers observaient leur œuvre avec un silence plus éloquent que n'importe quel discours. On aurait dit que le désert lui-même retenait son souffle, comme au premier jour, mais cette fois avec la conscience d'avoir franchi un seuil. À quelques mètres, en retrait, Ibrahim Traoré regardait la scène sans intervenir. Il laissait les gestes, les regards, la fatigue partagée raconter ce que les mots n'auraient pas su saisir. Le chantier, né d'une décision audacieuse, devenait un lien presque intime entre ceux qui y avaient travaillé. Ce n'était plus un pari politique. C'était un espace où un pays apprenait à marcher au même rythme. Le jeune soldat posa alors sa main sur la terre tassée,
comme pour en éprouver la solidité. Et son geste fit écho à tous ceux qui avaient soulevé, creusé, porté, réparé. C'était un rappel discret que les victoires les plus durables s'enracinent dans les gestes les plus simples. La promesse tenait désormais dans la poussière. Ce récit ne s'adresse pas seulement à un pays, mais à tous ceux qui cherchent une manière de se relever lorsque les repères vacillent. L'aéroport en construction n'est pas qu'une infrastructure. C'est un miroir tendu à chacun, une démonstration que les trajectoires collectives peuvent naître de gestes modestes, répétés avec constance. Les voix, les mains, les heures accumulées dans le désert ont dessiné une idée simple mais puissante. On peut fabriquer un horizon lorsque l'on refuse d'attendre qu'il soit offert. Ce type d'histoire ne grandit pas seul. Il circule lorsqu'on le partage, lorsqu'on en discute, lorsqu'on le confronte à d'autres expériences. Les idées ne transforment rien si elles restent immobiles. Elles prennent forme lorsqu'elles traversent les conversations, les mémoires, les espaces numériques et les rencontres. Si cette trajectoire résonne en toi, parlant autour de toi, questionne-la, transmets-la. Peut-être qu'en évoquant ce ciel construit de mains nues, tu aideras quelqu'un à imaginer le sien. Et toi, que vois-tu dans cette lumière nouvelle ?